Kamaru Usman s'est récemment exprimé au sujet d'un éventuel affrontement avec Ilia Topuria. Dans à peine quelques semaines, aura lieu l'événement UFC 322, où Islam Makhachev affrontera Jack Della Maddalena pour le titre de champion des poids mi-moyens. Et déjà, une véritable tempête de rumeurs entoure ce gala tant attendu. Parmi les noms les plus souvent évoqués figure Ilia Topuria, qui a publiquement affirmé vouloir monter de catégorie pour devenir double champion. Mon rêve, c'est d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez la chaîne, je donne tout ce que j'ai. Mais il y a un détail auquel peu de gens ont réfléchi. Que se passerait-il si Topuria et son ancien partenaire d'entraînement, Kamaru Usman, se retrouvaient au sommet de la même division? Le scénario n'a rien d'impossible. La montée en puissance de Topuria a été fulgurante. Et s'il parvient réellement à conquérir une deuxième ceinture, Usman, toujours avide de victoire et désireux de reconquérir l'or, deviendrait aussitôt l'un des principaux prétendants. C'est précisément de cela que Kamaru a parlé dans le dernier épisode du podcast Pound for Pound. L'ex-roi des mi-moyens y a partagé ses réflexions sur cette éventualité, évoquant calmement la possibilité d'un tel combat. Il a souligné que son prochain adversaire serait probablement Jack Della Maddalena ou Islam Makhachev, tout en admettant ne pas savoir s'il affrontera le vainqueur, et en laissant entendre qu'un duel contre le perdant n'est pas exclu non plus. Tu vois, le truc, c'est que je ne crois pas qu'Ilia compte rester ici très longtemps. S'il monte, ce sera uniquement pour un combat, pas pour conquérir la catégorie. Il ne poursuit pas une division, il poursuit un affrontement. Et si Islam est champion à ce moment-là, peut-être qu'Ilia grimpera, mais au fond, c'est déjà lui qu'il vise. Peu importe où se trouve Islam, qu'il se cache, qu'il gagne, qu'il combatte, Ilia finira par apparaître. C'est l'adversaire qu'il veut. Mais même si, par un coup de folie, Ilia prenait la ceinture, je ne crois pas qu'il resterait en welterweight. Pourquoi ferait-il ça? Qui voudrait se coincer là-dedans et affronter ces grands types dangereux? C'est bien trop risqué, donc très probablement ce sera une aventure unique. Et puis il y a une autre question. Est-ce que l'UFC elle-même le voudra? Il n'aime pas vraiment quand un combattant arrive, fait ce qu'il a à faire et s'en va aussitôt. Khamzat Chimaev refait parler de lui. Dans le tout dernier épisode du Jackson Podcast, Rampage, TG, Dillashaw et Bobby Green n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont vivement critiqué Chimaev pour son style jugé trop ennuyeux dans la cage. Même s'il a autrefois partagé leurs entraînements et soutenu leur plateforme, Dillashaw a tenu à expliquer pourquoi Chimaev peut se permettre de livrer des combats peu spectaculaires tout en restant au sommet du classement. Mais avant d'en venir à leurs propos, il faut préciser que les critiques contre Khamzat se multiplient ces derniers temps. L'entraîneur d'Alex Pereira, Glover Teixeira, s'est lui aussi exprimé, pointant du doigt le comportement de Chimaev à l'entraînement. Selon lui, Khamzat se montre parfois excessivement dur pendant les sparring, surtout face à des partenaires de niveau inférieur, affichant une domination qui, pour certains, frôle la ligne du respect. Rappelons que le nouveau champion doit défendre son titre des moyens au printemps de 2026, face au premier prétendant officiel, Nassourdine Imavov. Détail intéressant, Chimaev et Imavov se sont déjà affrontés plusieurs fois à l'entraînement, et ce dernier a confirmé lui-même que Khamzat adopte un style particulièrement agressif lorsqu'il s'agit de sparring. Regardons maintenant un extrait de cette discussion. Je suis dans le même bateau, je vois la domination, je la respecte, et je comprends à quel point il est maître dans son art. Mais il y a une ligne fragile. On suit ce sport pour le spectacle, pour les KO. C'est pour ça que je me battais comme je le faisais. J'aurais pu traduire ça en lutte et garder l'adversaire au sol, mais non, je voulais lui arracher la tête. Je voulais le highlight. Je voulais un instant qui restera gravé. Oui, je veux garder pour le reste de ma vie un seul cadrage comme ça, le moment où j'assomme quelqu'un. Je suis d'accord avec vous deux, mais il me semble que la culture à l'UFC aujourd'hui, surtout quand il s'agit de combats de ceinture, est la suivante. Les gens veulent avant tout faire les choses en sécurité. Ils veulent simplement gagner. Ils veulent juste gagner. En même temps, ils ont de grandes positions de stars dans leur pays d'origine. Il faut le comprendre. Derrière eux, il y a tout un pays. Mon idée, c'est que ici, aux États-Unis, si en tant que combattant, je joue celui qui se flagelle, qui prie et qui gagne comme ça, je ne deviendrai pas populaire. Je ne gagnerai pas beaucoup d'argent hors de l'octogone. Eux n'ont pas ce problème. Ils ont tout un pays derrière eux. On les soutient comme une famille royale. Et peu importe comment ils gagnent, pour nous, il est important de gagner de manière impressionnante. Khamzat Chimaev prouve une fois de plus qu'il n'a pas peur de se mesurer à des adversaires plus grands et plus lourds que lui. Ces derniers sparring en sont une nouvelle démonstration. Cette fois, il s'est entraîné avec son compatriote, le poids lourd de l'UFC Alexandre Volkov, qui a récemment remporté la victoire contre Jailton Almeida lors du gala UFC 321. Ce soir-là, Volkov avait passé la majeure partie du combat au sol,
se défendant contre la pression de lutte imposée par Almeida. Dans une récente interview, Oshatika a recueilli le témoignage du partenaire d'entraînement de Volkov, l'invaincu prospect russe Roman Lukashevich, qui a raconté à quel point leur séance avait été intense. Il a aussi détaillé la manière dont les entraînements se déroulaient lorsque Volkov partageait la salle avec Chimaev. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que les sparring de Khamzat font parler d'eux. Il est connu pour sa façon d'aller toujours à fond à l'entraînement. Même Sean Strickland lui aurait demandé un jour de ralentir un peu pendant les sessions à extrême couture. Une remarque presque ironique venant d'un combattant réputé pour frapper sans retenue les blogueurs et les débutants sans expérience professionnelle. Sean a promis aux fans de MMA qu'il ferait tout pour décrocher un combat pour le titre, persuadé qu'il est le seul capable de détrôner l'invaincu champion tchétchène. Alexandre est un poids lourd, tandis que Khamzat est un poids moyen, et c'est justement pour ça qu'il est intéressant de savoir comment se sont passés leurs sparring. Dans l'ensemble, Khamzat a une lutte plus solide, mais attraper Alexandre sur une soumission, c'est presque mission impossible. Il est massif, puissant et il comprend parfaitement le jeu au sol. Dans le combat contre Almeida, on a tous vu à quel point il est difficile de le faire abandonner. Alexandre a une expérience colossale. Honnêtement, même debout, l'affronter reste une tâche presque impossible. Sa technique de frappe est clairement celle d'un combattant d'élite. Si on imagine que Khamzat affrontait Almeida chez les mi-lourds, ce serait intéressant de voir comment tout se déroulerait, surtout après ce qu'on a observé pendant les entraînements. Almeida n'a pas un grand gabarit, alors que Khamzat, pour un poids moyen, est un vrai colosse. Je n'aime pas trop parler de ce genre de scénarios hypothétiques, tout ça reste de la pure spéculation. Mais d'un point de vue technique, la lutte de Khamzat-Chimaev en MMA est beaucoup plus complète et développée que celle d'Almeida, et franchement, que celle de la plupart des poids lourds. Les fans de MMA continuent de débattre du scandale de la piqûre à l'œil survenu lors de l'UFC 321, et il semble bien que de vrais changements se profilent quant à l'horizon. L'arbitre chevronné Herb Dean, l'un de ceux qui participent directement à l'élaboration des règles, s'est confié à Helen Sports et s'est dit convaincu que des mesures concrètes allaient être prises. Herb a déclaré, je cite, « Assez de gens en ont eu marre de cette histoire de doigts dans les yeux pour qu'on finisse par agir. Il faut tenter quelque chose de nouveau. Les discussions sont déjà en cours et une réunion aura bientôt lieu pour tout analyser en détail. Oui, des changements vont bel et bien arriver. » Dean a confirmé que la réunion était prévue pour le 4 novembre et qu'elle porterait sur les possibles ajustements du règlement. Il a ajouté que, par le passé, les commissions hésitaient à modifier profondément les règles, mais que cette fois, l'état d'esprit général avait clairement changé. Par ailleurs, le poids léger de l'UFC Dan Hooker a lui aussi réagi à l'incident impliquant Tom Aspinall. Il a affirmé que, s'il s'était trouvé à la place de Tom, il aurait lui aussi arrêté le combat. Connu pour sa ténacité et son mental d'acier, Hooker a tenu à rappeler que la santé doit toujours passer avant le résultat. Voyons maintenant tout cela plus en détail. Je suis Tom Aspinall parce que j'en ai marre. Je m'en vais. Je m'en vais, bordel, Hooker, mon pote. Oui, je m'en vais. Mais je me répète sans cesse que je vais faire le choix intelligent. Et puis je ne le fais pas. Non, c'était mauvais, frère. Quand j'ai vu cette vidéo, je regardais un doigt, il effleure à peine. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas si grave. Puis tu regardes de l'autre doigt. Et là, tu te dis, mon Dieu, il essaie de lui arracher la moelle épinière. Ouais, c'est vrai, ce n'est pas la première fois. Mais pour en revenir à la question, est-ce que Dan Hooker va arrêter ou va-t-il continuer? J'ai l'impression de connaître la réponse. Non, non, non. Il faut arrêter. On en a assez. Oui, on en a une autre dose. En théorie, il faut s'arrêter. En pratique, j'imagine qu'ils arrêteront. La théorie sonne homme, ça sonne toujours bien.